Donc, merci à tous d'être ici aujourd'hui pour ce webinaire. On va se retrouver ensemble pour 1 heure et demie. Donc, comme souligné par Suzy. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez interagir dans l'onglet Q&A pour qu'on puisse répondre au mieux tout au long de ce webinaire à vos questions. On vous remercie par avance. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs intervenantes. Concernant donc la partie méthodologie, vous allez avoir Marlène Dresch, qui est donc référente méthodologie. Ensuite, Céline Lezeau sur la partie biodiversité, qui est ingénieure méthodologie. Et enfin, sur la partie communication, vous allez avoir Salomé Olgeski. Donc, au programme aujourd'hui, on va avoir un tour de actes au niveau donc d'abord des actus méthodologiques, ensuite donc de l'actu en communication, et enfin vous allez avoir une présentation des travaux autour de actes biodiversité. Et à la fin, on aura une grosse session qui sera destinée aux questions-réponses, où on prendra bien en compte toutes les questions que vous aurez posées au fil de l'eau pendant ce webinaire. Donc, je vais pouvoir passer tout de suite la main à Marlène pour notre tour d'actualité des méthodologies. Merci Victoire. Bonjour à toutes et tous. Donc pour ce premier petit tour du côté des méthodologies, on va commencer par acte pas à pas, une actualité assez foisonnante en ce début d'année 2024, puisqu'il s'est passé déjà beaucoup de choses dès le début de l'année. L'équipe a commencé à réfléchir autour de l'intégration de l'adaptation dans Acte pas à pas. Alors, ce sont des travaux qui commencent. Il ne faut pas vous attendre à avoir de l'adaptation dans Acte pas à pas euh, dès, euh, dès le mois prochain. Mais en tout cas, ces travaux ont commencé suite, bien sûr, à la parution de Acte adaptation évaluation. De la même manière, dès janvier, ont commencé des travaux de mapping entre actes pas à pas et les indicateurs de la CSRD qui vont qui sont déjà obligatoires pour les grandes entreprises et qui vont le devenir progressivement pour les plus petites. Et donc, vraiment, l'idée de ce mapping, c'est de faire en sorte que les entreprises qui s'engagent dans actes pas à pas puissent ressortir de acte pas à pas en ayant déjà un certain nombre d'indicateurs, en particulier tous ceux qui sont liés au climat et à l'atténuation, qui puissent être, on va dire, pré-remplis. En janvier aussi, lancement de l'expérimentation du système de reconnaissance acte pas à pas. Cette expérimentation, elle se fait avec la promotion 1 de l'accélérateur décarbonation de BPI, enfin pas toute la promotion, mais un certain nombre d'entreprises volontaires et les consultants pour cette promotion. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une reconnaissance par une tierce partie de l'engagement de l'entreprise dans cette démarche de progrès qui est acte pas à pas, en s'appuyant sur ce qui existe déjà dans la méthodologie, c'est-à-dire les 3 points de contrôle qui sont déjà définis, avec le premier point de contrôle sur l'engagement de l'entreprise et la bonne formation des différentes personnes au sein de l'entreprise. Un point de contrôle 2 lorsqu'elle a écrit sa nouvelle, ou formalisé plutôt, on va dire, sa nouvelle stratégie sur la décarbonation et une étape 3 lorsque le plan d'action lié à cette stratégie est défini. Et enfin, vous l'avez sans doute remarqué, début février 2024, nous avons publié une mise à jour des outils acte pas à pas et en particulier de la Carbon Performance Toolbox. Donc, incluant des nouveaux benchmarks, de nouvelles fonctionnalités, des choses qui ont été facilitées. Donc, ça, c'est grâce au travail de Colin qui est avec nous aujourd'hui. Voilà pour le côté acte pas à pas. Sur acte évaluation, une actualité moins forte, mais quand même, vous avez pu noter en février 2024 que nous avons publié Acte Chimie. Alors, ce n'est pas une mise à jour pour le coup, c'est vraiment la version post-road test qui a un petit peu tardé à arriver. Donc, elle est publiée, disponible pour les évaluations et dans l'outil en ligne, tout a été intégré pour que vous puissiez réaliser vos évaluations en suivant Acte Chimie 2.0.
Il y a toujours un travail de mise à jour en cours sur Actoto. Alors la date n'est pas tout à fait la bonne parce que cette mise à jour, elle a commencé en 2023 et elle se continuera jusqu'à fin avril 2024 et on espère une publication de la méthodologie mise à jour euh, en mai 2024. Donc, une des modifications majeures de cette méthodologie, c'est de prendre en compte les matériaux qui sont utilisés pour la construction des voitures et puis aussi de prendre en compte l'efficacité énergétique des véhicules bas carbone, ce qui n'était pris en compte que pour les véhicules thermiques dans la méthode précédente. Euh, et côté outils en ligne, beaucoup de choses se sont passées. On a mis en exergue sur cette diapo la modification la plus visible, c'est-à-dire que maintenant, lorsque vous vous connectez à l'outil en ligne, il y a une authentification. Vous avez donc, en tant que consultant licencié, un accès avec un mot de passe à cet outil en ligne, plus pas mal de modifications liées bien sûr aux différentes mises à jour des méthodologies d'évaluation, pardon, qui ont été faites et pas mal de petites fonctionnalités plutôt sympathiques où vous pouvez retrouver vos dernières évaluations sur la première page, où vous pouvez reporter directement un bug via une petite fenêtre en bas, enfin, tout ce genre de choses donc, qui est mis en place par notre développeur James et qui, j'espère, va vraiment vous simplifier la vie. Voilà pour Acte Évaluation. Et ça en revient sur le calendrier. Euh, Toujours pour parler de l'outil en ligne, on lance les travaux d'intégration des méthodologies Acte Finance, banque et investisseurs dans l'outil en ligne. Ça, c'est un peu un travail de longue haleine. Pareil, ça va prendre quelques mois, mais pour l'instant, Act Finance utilise des outils Excel et donc dans quelques mois, ça ne sera plus le cas. On a aussi en avril, donc maintenant, le lancement des travaux pour la mise à jour du framework de Act qui datait donc de 2018 ou 19, 18 je pense, et qui a besoin d'être rafraîchi pour être remis au goût du jour et de manière à prendre en compte tout ce nouvel écosystème autour des plans de transition. En mai 2024, comme je le disais, publication de Acte Auto 2.0. À l'été 2024, une autre publication de mise à jour des outils de Acte pas à pas et probablement aussi un petit rafraîchissement de la méthodologie qui mérite parfois quelques éclaircissements. Donc là, c'est toujours Colin qui est aux manettes. On avait dit qu'on essaierait de sortir 2 fois par an une mise à jour des outils. En septembre 2024, la publication de la méthode Act Agri-Agro post-test et concomitamment la publication du Act Framework. Et donc, pendant toute cette durée, bien sûr, les outils, enfin, l'amélioration continue de l'outil en ligne Act Évaluation continuera avec l'intégration des développements méthodos, des révisions, etc. Le développement de Hack Biodiversité, mais là, je laisserai Céline présenter ses travaux, et toujours l'intégration de l'adaptation dans Act pas à pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur les actualités méthodos. Merci beaucoup, Marlène. Merci aussi pour vos questions dans les Q&R. On a donc un temps dédié à la fin de cette présentation pour y répondre, mais on répondra aussi au fil de l'eau dans l'onglet Q&R. Maintenant, donc, on va faire un tour d'actu concernant la communication. Donc, je laisse Salomé vous faire sa présentation. Merci Victoire et bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire. Si vous faites partie de la communauté, vous avez pu vous apercevoir de quelques changements au niveau graphique de Act, un changement assez radical. Ça fait suite à la récente publication de Act Adaptation, enfin récente qui date de 2023, fin 2023, et le développement actuel de Act Biodiversité qui pousse du coup les limites de Act qui était jusqu'à présent orienté sur l'atténuation et la décarbonation. Aujourd'hui, on s'oriente beaucoup plus sur des enjeux climat. C'est pourquoi un changement de nom était nécessaire et nous sommes donc passés de Assessing Low Carbon Transition à Accelerate Climate Transition.
C'est une marque qui incarne une vision beaucoup plus moderne et ambitieuse en intégrant à la fois, comme on disait, l'atténuation et l'adaptation. On a conservé l'essence de Act au travers de la construction dans la construction du logo, puisqu'on retrouve l'hexagone qui est un peu la marque de fabrique de Act, en ajoutant la notion de l'accélération que l'on voit dans le chevron présent dans l'ombre de l'hexagone. Au-delà de ce simple changement de logo, la transition se matérialise dans l'adoption d'une nouvelle charte graphique que vous pouvez voir à l'écran, qui est beaucoup plus visuelle, avec de nouvelles couleurs. Donc ce changement de charte graphique s'accompagne aussi d'un changement de site internet. J'arrive pas à changer d'écran. Attendez. Hop. De nouveau, si jamais vous êtes passé sur notre site internet, vous avez pu voir les changements qui se sont passés. Le site internet a été repensé pour permettre une expérience utilisateur plus fluide et une transmission d'informations beaucoup plus claire. Donc, si vous êtes une entreprise, vous avez directement les boutons qui vous permettent de choisir votre parcours et d'avoir accès aux dernières actualités. C'est un site qui est amené à évoluer. Nous avons changé le site grâce au retour que nous avons eu de la communauté et ce sera toujours le cas pendant un certain temps où, euh, où nous pourrons faire évoluer les fonctionnalités du site grâce à vos retours et à l'usage que vous allez faire de ce site internet. Euh, voilà pour la partie graphique de Act et les différents changements que nous avons eus jusqu'à présent. En ce qui concerne la communication et les prochains événements à suivre, nous avons l'honneur de vous annoncer en primeur que la page LinkedIn a été publiée sur LinkedIn du coup. Vous pourrez retrouver et suivre nos actualités en vous abandonnant oh là là, je vais y arriver, en vous abonnant à cette page. Euh, Vous pourrez d'ores et déjà vous connecter et y accéder maintenant. On vous mettra le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Nous mettrons la plupart des informations concernant Act sur cette page, les retours d'expérience que nous aurons, les nouvelles sorties méthodologiques, nos appels à projets et les consultations publiques, ainsi que nos divers événements. Et en parlant d'événements, nous avons la deuxième édition de la journée Act qui se déroulera le 4 juin au siège du MEDEF. C'est un événement qui est co-organisé par l'ADEME et le MEDEF, qui est organisé aussi avec le soutien de l'ABC et la PCC. Vous pourrez vous inscrire d'ores et déjà à cet événement. Nous vous transmettrons les slides. Ça vous permettra d'avoir accès à tous les liens que vous retrouverez dans la présentation. Et on espère vous retrouver le 4 juin à Paris. Si vous n'êtes pas trop réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir accès à la newsletter Transition, qui est une newsletter commune avec l'ABC, la PCC, BPI et Sinov, qui recense toutes les actualités majeures de ces différents acteurs et les prochains événements. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez pareil les liens dans la présentation et vous pourrez retrouver nos liens sur notre site internet en footer. Voilà pour le tour d'actu des communications et je vais redonner la main à Victoire pour la suite. Merci beaucoup, Salomé. Alors, pour la partie biodiversité, je vais arrêter mon partage brièvement pour laisser Céline partager son écran. Hop, Parfait. donc, voilà, normalement c'est tout bon, tout le monde doit avoir la présentation. Oui. Donc bonjour et enchanté. Donc, je vais vous présenter le développement de Acte Biodiversité qui est actuellement en cours au sein de l'ADEME. Donc, tout d'abord, la genèse du projet. Et c'est un projet, comme on l'a dit, hein, comme Salomé a pu le dire, qui est issu de l'initiative ACT, qui vise initialement à évaluer les stratégies de décarbonation des entreprises. Je vous apprends rien. Mais effectivement, il y a une volonté de l'entreprise de se développer au-delà du volet carbone pour une évaluation plus complète, multifactorielle de la transition des entreprises. Ça a commencé, comme l'a dit Salomé l'an dernier, avec ACT Adaptation et on continue maintenant avec donc la biodiversité.
C'est né aussi de la volonté d'accompagner les entreprises à la réalisation de la CSRD et de participer à augmenter leur ambition pour la prise en compte de la biodiversité, puisqu'on s'est rendu compte que les entreprises sont très peu matures sur le sujet en général et qu'elles ont besoin qu'on les accompagne en fait et qu'on offre des méthodologies d'évaluation pour qu'elles puissent se situer sur ce sujet qui est nouveau pour tout le monde. Donc, c'est un projet qui a débuté en septembre 2023. La méthode sera évidemment open source comme toutes les méthodes ACT et elle est co-développée par l'ADEME et par l'OFB avec une copropriété intellectuelle. En effet, la biodiversité n'est pas un cœur de métier de l'ADEME. C'est pour ça qu'on a souhaité s'entourer d'acteurs spécialisés dans le domaine et c'est pour ça qu'on s'est naturellement tourné vers l'OFB qui nous accompagne dans ce projet. Donc pourquoi, on revient un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette méthode. Donc comme je l'ai dit, il y avait la volonté d'accompagner les entreprises à réaliser la CSRD, de créer un cadre volontaire qui soit plus performant et plus ambitieux que ce qui existe, qui dépasse le simple reporting et qui prenne en compte toute la chaîne de valeur. L'idée, c'était également de sortir de la mesure d'empreinte et de créer une méthode qui évalue davantage l'alignement des trajectoires biodiversité des entreprises avec les textes internationaux et notamment avec le cadre mondial pour la biodiversité de CUNY-Montréal. Et enfin, de participer toujours à augmenter l'ambition des entreprises au regard de la prise en compte de la biodiversité. Mais forcément, on se heurte à quelques pièces manquantes dans la machine, comme vous pouvez vous en douter, notamment avec l'absence de benchmark. Effectivement, c'est beaucoup moins cadré au niveau de la biodiversité. On n'a pas encore des benchmarks. La biodiversité, c'est beaucoup plus complexe. Là où dans le climat, on s'intéresse quasiment uniquement aux émissions de gaz à effet de serre. Dans la biodiversité, on a 5 facteurs de pression, donc on multiplie les trajectoires à suivre. C'est beaucoup plus complexe à prendre en compte. C'est pour ça qu'en fait, il y a actuellement pas de trajectoire qui existe. L'absence de cibles claires et identifiées, on a des débuts, on va dire, ça commence tout doucement à venir au niveau des cibles, notamment le SBTN qui fait un beau travail là-dessus, mais on reste encore avec des cibles qui sont pas assez précises, pas assez claires et pas assez connues, notamment du monde de l'entreprise. On a une approche à l'échelle locale qui est délicate, puisqu'effectivement, les entreprises, notamment les grands groupes, ont de multiples sites, interviennent sur des secteurs géographiques qui sont très, très différents et souvent éclatés à l'international, alors que la biodiversité, finalement, ça se regarde à une échelle très fine. On va venir regarder les espèces de faune, flore, etc., qui sont sur un site en particulier. Donc, du coup, cette différence d'échelle entre la biodiversité qui est plutôt locale et les entreprises qui y réfléchissent généralement à une entreprise, à une échelle pardon, plus grande, ça complexifie encore une fois la question. Et effectivement, les entreprises sont peu matures sur la question parce que ça a été beaucoup moins mis en avant ces dernières années que le changement climatique et que les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est encore beaucoup moins connu, beaucoup moins facile à appréhender. Il y a beaucoup moins de recherches. Donc, voilà. On se heurte à pas mal de problèmes, mais on a décidé de quand même se lancer le pari de développer une méthode. Donc, qu'est-ce que va être cette méthode finalement? Donc, ça va être un cadre d'évaluation volontaire des stratégies biodiversité des entreprises. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer si l'entreprise s'aligne avec une trajectoire qui permet d'atteindre les objectifs du cadre mondial de la biodiversité de CUNY-Montréal. Donc, on n'est pas dans une mesure d'empreinte. On est vraiment dans évaluer est-ce que la trajectoire que souhaite et prend l'entreprise s'aligne finalement avec ce que l'accord mondial prévaut au niveau des cibles et des objectifs à atteindre. Donc pour cela, la méthode va évaluer la progressivité de l'entreprise et de sa chaîne de valeur vers une économie plus respectueuse de la biodiversité, ainsi que la crédibilité et l'efficacité des actions menées pour réduire au maximum les impacts sur la biodiversité. Vous savez bien que dans ACT, on a à cœur de vraiment vérifier l'efficacité et de pas juste se contenter de reporting. Donc là, on va vraiment aller chercher qu'est-ce que l'entreprise met en place, est-ce que c'est efficace, est-ce que ça l'est pas, si ça l'est pas, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut changer. La méthode s'adressera dans un premier temps plus particulièrement aux grandes entreprises qui sont plus matures sur le sujet. Effectivement, on reste sur une méthodologie ACT qui va assez loin en termes de données à acquérir, enfin, voilà, de réflexion, etc. Donc, ça reste une méthode assez poussée. On a, on a conscience qu'actuellement, les PME pourront évidemment se lancer dans un parcours biodiversité si elles sont matures sur le sujet, mais on n'est pas sûr que ce soit le cœur de cible, du moins dans un premier temps. Ça le deviendra à terme, évidemment, mais dans un premier temps, ça sera peut-être moins adapté. C'est pour ça d'ailleurs que la méthode est en articulation avec le programme que vous connaissez peut-être de Entreprises engagées pour la nature de l'OFB, qui est un programme par contre qui vise beaucoup plus
à accompagner les entreprises qui ne sont pas matures sur le sujet, à créer un plan de transition et à faire une première évaluation. Donc, on est beaucoup plus dans la mobilisation avec ce programme de l'OFB. Et en fait, ces deux méthodes vont vraiment être en articulation. Pour la partie mobilisation, la partie plus territoriale aussi, on aura ce programme de l'OFB. Et pour de l'ambition et pour les plus gros groupes qui sont plus matures, on aura la méthode Acte Évaluation. C'est une méthode du coup qui sera soit volontaire, soit sur base de données publiques, hein, comme peuvent l'être toutes les autres méthodes ACT. Et comme je le disais, elle est co-développée par l'OFB avec le soutien d'un comité scientifique et technique. Donc, on se réunit en groupe de travail tous les trimestres et vous pouvez voir donc tous les participants en dessous. Donc, on a WWF, notamment avec leur expérience au regard du SBTN. Au niveau des consultants, on a BL Evolution, Utopie et il manque, je viens de me rendre compte qu'il manque iCare également qui fait partie du groupe de travail. On a le CGDD qui est là également, la CDC Biodiversité et 2 Degrees Investing. Au niveau des principes de la méthodologie, donc dans un premier temps, ce sera une méthodologie générique avec des particularités pour les 4 secteurs les plus impactants, à savoir l'agriculture, la construction, l'industrie chimie et l'énergie. On a conscience qu'à terme, il faudrait des méthodes sectorielles comme peuvent l'être les actes atténuation, mais au regard du calendrier que je vous présenterai en fin de présentation et des premiers objectifs qu'on s'est fixés, on a décidé de partir d'abord sur une méthode générique avec voilà, des pondérations qui seront différentes selon les secteurs, selon ces 4 secteurs d'activité des modules, enfin pas des modules, des indicateurs qui seront à faire ou non selon le secteur de l'entreprise. Donc voilà, on part sur ce principe-là pour cette première version et on prendra les retours suite au road test et suite aux premières utilisations pour éventuellement adapter. Mais le principe de base, c'est une méthode générique. On est conscient qu'il y aura effectivement pas mal de biais hein, liés aux spécificités des secteurs, mais c'est ce qui nous paraissait le plus simple à mettre en place dans un premier temps. C'est également une méthode qui prendra en compte les 3 grands biomes, donc à savoir les écosystèmes terrestres, les écosystèmes marins et les écosystèmes dulcicoles, donc tout ce qui est eau douce. Donc voilà, on a une prise en compte globale de la biodiversité. Au niveau des données d'entrée, ce qui est assez particulier avec Acte Biodiversité, c'est qu'on va vraiment prendre des données brutes. Donc, on va demander à l'entreprise d'aller prendre des données de terrain. Je vous expliquerai un peu plus derrière. Mais on ne va pas, ou peu en tout cas, faire appel à des analyses de cycle de vie, à voilà, des méthodes qui sont sur base de données secondaires. Là, on va vraiment demander à l'entreprise d'aller se renseigner sur ces données, sur ces sites, pour faire l'analyse. On va également utiliser donc le reporting de la CSRD, évidemment. L'idée, c'est que la méthode sera alignée avec la CSRD pour pouvoir utiliser les données que va fournir l'entreprise dans le cadre de ce reporting pour biodiversité. La CSRD va déjà être assez contraignante pour les entreprises. Dans le SRS E4 sur la biodiversité notamment, il y a il y a beaucoup de choses que les entreprises ne sont pas habituées à récolter comme données. Donc l'idée, c'est vu que les entreprises vont aller s'embêter un petit peu à aller chercher ces données, l'idée, c'est de dire, ça va pas être juste du reporting, nous, on va venir les utiliser pour derrière en faire quelque chose et que derrière, en apporter une plus-value pour l'entreprise. Et on aura également besoin que l'entreprise fasse une analyse de ses impacts et dépendances à la biodiversité, puisqu'effectivement, une entreprise ne sera pas matérielle sur toutes les pressions de la biodiversité. Je vais y venir ensuite, mais la méthode s'articule vraiment autour des 5 pressions de la biodiversité, donc à savoir le changement d'usage des sols, l'exploitation directe des ressources, la pollution, le changement climatique et les espèces exotiques envahissantes. Une même entreprise ne sera pas forcément matérielle sur tous ces sujets. Donc, on va avoir besoin de cette analyse des impacts et dépendances pour savoir où est-ce que l'entreprise a le plus d'impact sur la biodiversité et c'est sur ces pressions sur lesquelles elle a le plus de poids finalement qu'elle va venir traiter les indicateurs qui correspondent dans la méthode. Au niveau de l'organisation de la méthode, vous allez retrouver en fait ce qu'on retrouve classiquement dans un acte atténuation, à savoir les 4 premiers modules qui seront quantitatifs. Donc le premier module target qui est, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail ensuite, mais qui va reprendre en fait les objectifs et les cibles que se fixe l'entreprise. Le module 2 qui a été renommé ici Direct Operation pour faire en sorte que ce soit vraiment voilà, les opérations directes en fait, qui sont prises en compte. Donc l'équivalent, si vous voulez, scope 1 et 2, si on se réfère au climat. Donc c'est ce qui fait le miroir avec le module Material Investment. On retrouve le module 3 Intangible Investments, toujours pour prendre en compte tout ce qui est R&D.
Le module 4 Upstream, donc, qui est l'équivalent du module Solve Project Performance. Dans cette première version, on va vraiment se focaliser sur l'upstream et pas sur le downstream. Ça va poser effectivement quelques soucis, on en est conscient. Ça va être un manque dans la méthode. Mais actuellement, au regard d'une part du calendrier et d'autre part de la maturité scientifique sur le sujet de la prise en compte du downstream, on n'est pas en mesure dans la première version de le prendre en compte, tout simplement. Donc ce sera fait à terme, évidemment, mais dans la première version, on est sur l'upstream et à terme, effectivement, le module 4 sera un module upstream and downstream. Et ensuite, les 5 modules qualitatifs, oui, qualitatifs, pardon, que vous connaissez bien, donc le management, supplier engagement, client engagement, public engagement et business model. Pas grand-chose qui change à ce niveau-là. Enfin, les indicateurs, évidemment, seront différents, mais on retrouve la même ligne de conduite. On aura également un score narratif qui prendra à peu près les mêmes critères qu'un acte classique, hein. On retrouve les 4 indicateurs classique du score narratif et également un score de tendance, ce qui va nous redonner une note en 3 points, comme on la connaît dans un acte atténuation classique. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail la méthode. Donc, je vais aller un petit peu plus en profondeur dans les modules 1 et 2 pour vous présenter rapidement un petit peu, que vous voyez un petit peu l'esprit de la méthode. Et ensuite, je vous présenterai très rapidement les modules 3 à 9, juste pour que vous ayez un aperçu global de la méthode. Donc, le module 1 target, ça ne change pas. On évalue quels sont les engagements pris par l'entreprise. On le compare à des benchmarks entreprises que je vais vous présenter. Et on voit s'il y a une différence et on note finalement l'engagement de l'entreprise. On n'aura pas de benchmark sectoriel dans la méthode, puisqu'en fait, ça n'existe pas à l'heure actuelle pour la biodiversité. Donc, on va par contre essayer d'avoir des benchmarks entreprises. Je vais vous montrer par la suite. On va se baser notamment sur les cibles du SBTN. Mais voilà, dans toute la méthode, on oublie pour l'instant la dimension benchmark sectoriel. Donc, dans cette première version du module 1, on va avoir assez classiquement finalement les 4 indicateurs qu'on peut retrouver dans un acte d'atténuation, avec un alignement des impacts sur la biodiversité, enfin des cibles que l'entreprise se fixe pour réduire ses impacts sur la biodiversité dans les opérations directes. La même chose dans l'upstream. Donc ça va être des modules plus qualitatifs qui vont être assez complets. Et derrière, on va avoir le Time Horizon of Target et l'Achievement of Past and Current Target qui seront finalement plus qualitatifs que ce qu'on peut trouver dans un acte classique, puisqu'on est conscient que les entreprises ont peu de maturité, ont souvent mis en place des actions pour la biodiversité, mais de manière relativement récente, sont un peu finalement, voilà, ne sont pas forcément très au clair sur ce qu'elles ont pu faire dans le passé. Enfin, c'est pas forcément formalisé en tout cas. Donc, on ne va pas impacter les entreprises, enfin, on ne va pas impacter la note au regard du côté un petit peu nouveau de cette prise en compte. Donc, on va plutôt qualifier ça de manière qualitative en récompensant les entreprises qui ont déjà mis en place des cibles pour la biodiversité, même si elles ne sont pas tout à fait adaptées, même si elles ne sont pas complètes. S'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, on va venir l'amender. Donc pour le module 1, je vais me concentrer sur l'indicateur 1.1, donc qui traite des opérations directes. Ce sera la même chose en fait finalement dans le 1.2, mais qui sera dédié aux opérations donc en amont de la chaîne de valeur. Donc dans le 1.1, on va retrouver 9 dimensions qui représentent les 5 pressions de la biodiversité. Donc, on va retrouver ce que vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Donc, tout ce qui est changement d'usage des sols, on va utiliser les indicateurs No Conversion of Natural Ecosystem et Land Footprint Reduction Target. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. Pour les opérations directes, pour l'exploitation directe des ressources, on va regarder le Reduction of Water Withdrawal, donc la réduction des prélèvements en eau et la réduction en fait des marchandises ou des produits qui sont issus de milieux naturels, donc tout ce qui est terre, océan et eau douce. Notamment dans ce cas-là, on pense notamment aux entreprises de pêche, donc avec toutes les pêcheries. Ensuite, on a 3 indicateurs qui vont venir parler de pollution. Donc, le premier qui va parler plutôt des nutriments qui sont relâchés dans l'environnement, donc tout ce qui est azote et phosphore, ça concerne surtout le milieu agricole. Le deuxième, ce sera les pesticides et les substances chimiques dangereuses. Et le troisième, ce sera la réduction de la pollution plastique. Ensuite, on aura un indicateur sur le climat que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de l'indicateur de acte d'atténuation. Je ne le présente plus. Et le dernier sera relatif aux espèces exotiques envahissantes, donc une réduction de la surface couverte par les espèces exotiques envahissantes. Mais ça ne sera pas couvert dans la première version
de la méthode, puisqu'en fait, on est bien conscient qu'il y a très très peu de maturité des entreprises sur la question. On va déjà leur demander beaucoup de choses par ailleurs. Donc, on s'est dit qu'on pouvait faire cette impasse-là dans la première version, mais ne vous inquiétez pas, ce sera évidemment pris en compte dans les mises à jour futures. Pour détailler un petit peu ce que je viens de vous raconter sur les dimensions, quelle cible en fait finalement on s'est fixé pour chacune de ces dimensions et quel secteur ça concerne. Donc pour tout ce qui est No Conversion of Natural Ecosystem, c'est simplement l'objectif du SBTN, la cible étant donc zéro changement d'usage des sols et zéro déforestation sur tous les sites et toutes les marchandises. Pour l'instant, l'horizon 2025 est d'après le SBTN, la méthode sortant définitivement en 2026, vous vous doutez bien que ce sera revu comme target. Mais voilà, l'objectif là, on est vraiment sur une zéro conversion, zéro changement d'usage des sols. Pour le Land Footprint Reduction Target, il s'agit en fait pour les entreprises agricoles de réduire la surface sur laquelle elles produisent, sans intensifier évidemment leur production, pour dire que voilà, on va réduire un petit peu la surface agricole et rendre un peu plus de terre au milieu naturel. Donc pour ça, le SBTN a créé une cible de réduction de 0,35% par an en absolu ou de 1% par an en intensif. Il y aura des garde-fous sur cet indicateur, évidemment, pour ne pas inciter à l'intensification. Mais l'indicateur nous semblait intéressant quand même par ailleurs, et il s'adressera uniquement au secteur agri-agro. Le premier s'adressera à tous les secteurs. Pour tout ce qui est opération, changement, enfin, désolé, je ne vais pas y arriver. Euh, Exploitation directe des ressources, voilà. Pour les réductions en prélèvement en eau, là, pareil, le SBTN a créé un site à partir de ce qu'on appelle la water footprint, qui donne en fait par rapport à la localisation des sites directement un pourcentage de réduction à atteindre pour respecter en fait l'état des nappes phréatiques et des nappes de surface. Donc là, très bien, on va se servir de cet indicateur-là, qui sera du coup bien adapté à chaque site et à chaque entreprise. Pour tout ce qui est réduction des commodities qui proviennent d'un milieu naturel, là, malheureusement, il n'y a pas encore de cible. Le SBTN travaille dessus, mais on n'a pas encore de maturité. Donc, on va plutôt se focaliser sur quelque chose de plus quantitatif, demander à l'entreprise est-ce qu'elle met déjà en place des réductions à ce niveau-là, est-ce qu'elle en a conscience, etc. Donc, ce sera le seul indicateur qui est un peu plus qualitatif, finalement. Pour tout ce qui est pollution, du coup, on va venir, pareil, utiliser la cible du SBTN pour l'azote et le phosphore, donc tout ce qui est nutriments. Donc en fait, là, c'est des systèmes, des modèles globaux, pardon, que le SBTN a étudié et choisi d'utiliser, avec donc un 0,70 mg par litre à ne pas dépasser en azote et un 0,046 pour le phosphore. Ça vous parle certainement un peu chinois, l'a dit comme ça. Évidemment, ce sera expliqué, voilà, la cible sera bien détaillée. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là parce que l'objectif, c'est de vous présenter toute la méthode et elle est très complète. Mais voilà, il y aura des valeurs seuil en fait dont on pourra se servir pour avoir une cible quantitative. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça, ce sera plutôt adressé au secteur agri-agro puisqu'effectivement, c'est eux qui utilisent beaucoup d'azote et de phosphore. Ensuite, pour tout ce qui est pesticides et substances chimiques dangereuses, là, le SBTN n'a pas travaillé dessus encore. Ça viendra dans les années à venir, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, du coup, ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on va utiliser la cible du GBF, donc le Global Biodiversity Framework, donc autrement connu comme le cadre mondial de la biodiversité de Clinique Montréal. Et en fait, ce cadre mondial impose à un horizon 2030 d'avoir une réduction de 50% des pollutions. Donc en fait, une réduction globale. Donc nous, on part du principe que pour avoir une réduction globale de 50%, le plus simple, c'est que chacun réduise de 50%. Donc on a un peu simplifié les choses. On est conscient que c'est une cible un peu bête et méchante, mais on n'a pas mieux pour l'instant. Et donc, du coup, là, l'objectif, ça va être simplement une réduction de 50% à horizon, si possible, 2030. Mais après, ça, l'entreprise fixera ses targetières tant que ça peut respecter finalement de remplir tous les objectifs du GBF à un horizon 2050 pour le coup, puisque le GBF se projette jusqu'en 2050. Ça, ce sera adressé à tous les secteurs, puisqu'il y a OK la partie pesticides pour le parti agri-agro, mais il y a également la partie substances chimiques dangereuses qui peut se retrouver notamment dans l'industrie chimique ou même dans la construction. Pour la réduction de la pollution plastique, c'est la même chose. On est sur une cible de moins 50% et qui s'adressera à tous les secteurs. Pour l'objectif climat, donc l'alignement des émissions
des émissions sur les scopes 1 et 2, là, on va reprendre les objectifs ACT, soit génériques, soit par secteur. Donc, simplement, en fait, on reprend ce que vous connaissez. Et pour la réduction de la surface des espèces enfin, couvertes par les espèces exotiques envahissantes, là, ce sera également une cible de 50%. Encore une fois, ce n'est pas couvert dans cette première version, mais quand ce le sera, potentiellement, si on n'a pas de meilleure maturité sur le sujet que maintenant, on partira sur une cible de réduction de 50%. Donc, le module target, comment est-ce qu'il va se concrétiser? Donc, vous avez vu qu'on a une prise en compte des 5 facteurs de pression qui sont divisés par 9 indicateurs qui représentent les 9 dimensions que je viens de vous présenter. On a créé des sortes de benchmarks entreprises à l'aide de sites de référence, donc le SBTN et le Global Biodiversity Framework, c'est ce que je viens de vous présenter. On va venir comparer donc les objectifs de l'entreprise en matière de réduction de l'impact sur la biodiversité avec ces benchmarks. Donc, quel est l'objectif de l'entreprise en termes de changement d'usage des sols, par exemple, et de déforestation? Et ben, on va venir le comparer à l'objectif qu'elle devrait remplir en termes de No Conversion of Natural Ecosystem. Et on va voir la différence. Les objectifs seront évalués seront ceux pour lesquels l'entreprise est matérielle. Évidemment, on ne va pas venir évaluer une cible je sais pas, de prélèvement en eau si l'entreprise n'utilise pas du tout d'eau. C'est une entreprise de service, par exemple, et sa seule utilisation en eau, ça va être ses locaux. On ne va pas forcément venir euh, l'évaluer là-dessus parce que la pression ne sera pas considérée comme matérielle. D'où l'importance de bien faire son analyse des impacts et dépendances en amont de la méthodologie pour être sûr qu'on évalue que les pressions identifiées comme matérielles. Et ensuite, pour chaque dimension, soit on remplit une matrice de maturité, soit on calcule le fameux commitment gap, comme vous pouvez le connaître. Donc, l'écart entre la cible de l'entreprise et le benchmark qui sera calculé grâce aux cibles SBTN, GBF. Donc là, rien de nouveau pour vous. Soit on va avoir un indicateur très binaire, comme que je vais vous présenter ensuite, ou alors pas vraiment de cible. Et là, on va utiliser la matrice de maturité. Et dès qu'on a une cible quantitative qui tient à peu près la route, là, on part sur ce commitment gap. Donc, je vais vous donner l'exemple justement du No Conversion of Natural Ecosystem, qui est l'exemple d'un indicateur qui est assez binaire finalement, et qui va du coup plutôt se traduire par une matrice de maturité dans un souci de simplicité méthodologique, mais aussi un souci d'accessibilité de la donnée. En fait, voilà, les entreprises n'ont pas forcément la donnée pour le moment sur cet indicateur, donc on s'est dit que pour avoir quelque chose qui soit plus représentatif des efforts que fournit l'entreprise sans la pénaliser si elle n'a pas tout de suite les données. Là, on va partir sur une matrice de maturité. Donc, ça va être assez simple. La cible à atteindre du SBTN, c'est zéro conversion. Donc, quand on dit conversion, c'est à la fois changement d'usage des sols et déforestation. Donc, zéro conversion en 2025, par exemple, si on se mettait... bon, c'est la cible du SBTN, on est d'accord que la date sera revue, mais à l'heure actuelle, c'est ça la cible. Et le SBTN, là, ça ressort pas forcément dans la diapo, mais à scinder les objectifs selon que les sites soient dans un milieu naturel, on va dire classique, ou alors un milieu naturel de forte biodiversité et de forte sensibilité euh, aux activités humaines. Donc, il y a quelque chose de scindé selon les milieux naturels, en fait. On ne va pas mettre le même poids si on artificialise une friche que si on artificialise une tourbière ou une zone humide ou que sais-je. Donc là, on a l'exemple de la cible à atteindre voilà, avec zéro conversion, qui est une cible très binaire. C'est soit on a réussi, soit on n'a pas réussi, hein. Soit on est à zéro, soit ça ne marche pas. Donc du coup, là, on a décidé de faire une matrice de maturité associée. Donc si l'entreprise n'a pas du tout de cible là-dessus, elle aura zéro. Si l'entreprise a une cible qu'elle ne répond pas aux zéro conversion, parce que ce n'est pas possible pour elle actuellement, et qu'en plus, elle n'a pas fait l'effort de prendre en compte la différence de milieu, là, elle aura que 0,25. Si elle a une cible sur le changement d'usage des sols qu'elle veut vraiment réduire, qu'elle a pris en plus en compte les spécificités de milieu naturel, mais qu'elle n'arrive pas encore à avoir cet objectif de 0% de conversion, elle aura 0,5. Et par contre, si elle arrive du coup à complètement s'aligner avec l'objectif et à avoir 0% de conversion à sa targetière, là, elle aura la note maximale de 1 ou de 100%, selon comment on voit les choses. Donc c'est volontairement assez binaire et il n'y a volontairement pas de stade 0,75 pour vraiment inciter quand même les entreprises à s'aligner avec cet objectif-là qui est ce qu'on veut atteindre et ce qu'on doit atteindre pour avoir du coup un fonctionnement aligné avec les objectifs mondiaux. Mais pour autant, on ne va pas venir pénaliser complètement l'entreprise si elle a quand même fait l'effort d'avoir un petit peu des objectifs là-dessus.
Donc voilà, je vous présente que ce module-là pour la partie target, déjà parce que c'est le seul qui est prêt actuellement, et d'autre part parce que l'idée, voilà, encore une fois, c'est pas de montrer toutes les méthodes en détail, parce que le temps passe également. Donc je vais continuer et je vais vous montrer quelques exemples maintenant sur les opérations directes. Donc, opération directe, on est sur le même fonctionnement. On va avoir des trends en fait qui vont évaluer comment est-ce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé déjà et qu'est-ce qu'elle va surtout faire dans le futur. Et on retrouve encore une fois les 9 indicateurs que je vous ai présentés précédemment. Donc, on va l'évaluer d'abord pour le passé, puis pour le futur. On va recalculer avec les benchmarks entreprises de la même façon qu'on a pu le faire pour les targets et on va voir comment est-ce que l'entreprise s'aligne en fait avec ça. Et ensuite, on va avoir d'autres modules qui sont plus nouveaux que vous n'avez pas encore vu dans une méthodologie ACT, forcément, puisqu'il n'y en a aucune qui traitait de ce sujet. Mais on va venir regarder tout ce qui est gestion des lieux naturels dans l'indicateur 2.1 qui s'appelle Land and Sea Management. Là-dedans, on va venir regarder quel pourcentage des sites gérés par l'entreprise sont gérés par un plan de gestion. euh, Combien il y a de pourcentage de sites qui sont situés proches ou à l'intérieur de zones protégées pour regarder si l'entreprise, quand elle achète de nouveaux terrains, elle fait attention à s'éloigner au maximum des zones de forte biodiversité. On va venir regarder donc les pratiques de management des écosystèmes et on va aussi venir regarder si l'entreprise fait de la restauration. Là, j'y reviendrai un petit peu, mais encore une fois, on ne va pas prendre en compte la compensation, même dans le milieu de la biodiversité. C'est toujours pas quelque chose qu'on veut prendre en compte dans ACT, mais pour autant, on va venir féliciter si l'entreprise a des initiatives de restauration, si elle sait qu'elle a impacté un endroit et que volontairement d'elle-même, elle va aller essayer de restaurer en s'entourant d'écologues, etc. Là, on va féliciter ce genre de pratique. On aura également un indicateur sur les pratiques de production. Donc, est-ce que l'entreprise cherche à modifier un petit peu ses pratiques de production pour être plus respectueux de la biodiversité? Par exemple, si on prend le cas d'une industrie chimique, ça peut être d'utiliser des produits chimiques qui ont moins d'écotoxicité que d'autres pour préserver le milieu naturel. Et enfin, on aura une petite matrice de maturité sur le CAPEX qui est dédié à la protection de la biodiversité. Je vais vous montrer rapidement à quoi ressemblerait donc le trend. Donc, on va y passer assez vite, mais globalement, on va reprendre ces mêmes dimensions-là. Et pour le changement d'usage des sols, donc la conversion of natural ecosystem, on va venir regarder ce que prévoit l'entreprise dans les 5 ans à venir. Si là, je me focalise sur la partie future. Qu'est-ce qu'elle prévoit en termes de déforestation et d'artificialisation au niveau de ses achats de terrain, de ses nouvelles constructions, d'agrandissement? Est-ce qu'elle achète sur des sites qui sont voilà, protégés, qui sont sensibles au niveau de la biodiversité, ou est-ce qu'elle prend des terrains déjà artificialisés, par exemple, pour construire de nouvelles usines? Au niveau du Land Footprint Reduction, on va regarder si l'entreprise prévoit de diminuer ses surfaces agricoles exploitées, par exemple en vendant des terrains, en laissant des zones en jachère, en prêtant ces parcelles à d'autres agriculteurs pour mutualiser, sans intensifier ces pratiques. Euh, pour la réduction des prélèvements en eau, on va voir si l'entreprise réduit sa consommation d'eau en améliorant son recyclage, en mettant en place des systèmes de récupération d'eau, en changeant son matériel pour des machines moins consommatrices, etc. Pour tout ce qui est la réduction des commodities qui sont issues de milieux naturels, là, on va voir comment est-ce que l'entreprise prévoit de diminuer ses prélèvements dans le milieu naturel, notamment dans le cas des pêcheries. Pour tout ce qui est pollution, donc pour tout ce qui est azote et phosphore, on va regarder si l'entreprise prévoit de baisser ses achats. On va analyser les itinéraires techniques pour voir est-ce qu'elle prévoit en fait de changer ses itinéraires techniques pour se passer d'azote et de phosphore et baisser son utilisation. Un petit peu la même chose pour les pesticides. Pour les produits chimiques, comme je le disais, on va venir voir si l'entreprise réduit ses achats de produits chimiques, si elle priorise selon la toxicité, enfin l'écotoxicité même, pour utiliser des produits qui auront peut-être un même effet mais qui seront moins écotoxiques. Pour la pollution plastique, on va voir si l'entreprise va venir baisser sa production de déchets, tout simplement. Pour l'alignement des émissions de gaz à effet de serre, en fait, là, c'est comme un acte classique, hein, on va voir comment est-ce que l'entreprise prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, il y a une coquille dans mon diapo, c'est marqué estimation en kilogrammes. Évidemment, c'est pas ça, hein, c'est des tonnes équivalent CO2. Et puis ensuite, pour les espèces exotiques envahissantes, c'est pas couvert dans cette première version, mais l'idée, c'est de venir voir est-ce que l'entreprise prévoit de mettre en place des actions pour faire de l'arrachage, par exemple, de ces espèces exotiques envahissantes, de le contrôler, etc.
Pour tout ce qui est land and sea management, là, ça va être plus qualitatif. Donc, on va venir utiliser des matrices de maturité. Donc, ça, c'est un exemple. Ce ne sera pas forcément la matrice de maturité définitive. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on va aller regarder dans le land and sea management? Eh bien, on va regarder s'il y a un évitement des zones sensibles. Est-ce que pour les travaux, il y a un respect du calendrier écologique? Donc, par exemple, ne pas faucher en plein été, ne pas entretenir les haies, pareil, entre avril et septembre. Si on doit abattre des arbres, ne pas les abattre entre avril et septembre, tout ce genre de choses. Est-ce que l'entreprise gère correctement ses espaces naturels, donc avec la préservation des haies, du replantement par exemple d'arbres, un fauchage tardif, du reméandrement si il y a un cours d'eau, par exemple un cours d'eau qui a été, euh, qui a été artificialisé, qui passe sur ces terres, tout ce genre de choses. On va venir également regarder tout ce qui est pollution lumineuse et pollution sonore. Est-ce que l'entreprise fait des efforts pour réduire sa pollution sonore et lumineuse, notamment pour les espèces nocturnes? On va voir est-ce que ça c'est un peu c'est moins ça prend moins en compte la biodiversité, enfin c'est moins efficace, mais on va quand même voir si l'entreprise met en place comment dire des facilities pour la biodiversité comme des gîtes à chauves-souris, des nichoirs, des hôtels insectes. Clairement, c'est pas ça qui sauvera le monde, mais on va quand même venir, euh, venir donner un petit poids, vraiment petit, à ce genre d'indicateur parce qu'on veut pas, enfin, on veut pas que l'entreprise se dédouane de ses vrais impacts parce qu'elle met en place des ruches ou des nichoirs à mésanges. C'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, on va pas donner un gros poids à ça. Pour autant, on ne l'exclut pas non plus complètement. Et on va venir voir également si elle restaure donc des surfaces qui auront été dégradées par ces activités. Ça, ce sera pris en compte dans le module plutôt Ecosystem Restoration. Mais voilà. Donc, c'est dans ce module-là aussi qu'on va prendre en compte la séquence éviter-réduire si jamais l'entreprise en a une et qu'elle l'a mis en place. Mais par contre, on va ne pas prendre en compte la compensation. Encore une fois, la compensation, c'est quelque chose d'obligatoire que l'entreprise doit mettre en place. C'est souvent pas très bien fait, ça a souvent pas beaucoup d'impact réel pour la biodiversité. On ne veut pas encourager ce genre de pratique. On préfère les initiatives qui sont, enfin comment dire, les actions qui sont à l'initiative de l'entreprise qu'on va venir récompenser, mais la compensation, on ne le prendra pas en compte pour globalement les mêmes problèmes qu'on peut avoir sur la compensation carbone. Au niveau des pratiques de production, pareil, ça va être une matrice de maturité qui sera déclinée selon les secteurs. Et là, par exemple, encore une fois, c'est une matrice à titre d'exemple. C'est pas la matrice définitive, elle n'est pas du tout complète celle-ci. Mais on va venir regarder quelles sont les pratiques agricoles, par exemple, si on se fixe sur le secteur agri-agro. Mais par exemple, un niveau basique, ça sera il n'y a aucun changement, pas de réduction des pesticides en agriculture conventionnelle. Et plus on va vers un niveau intégré, plus en fait on va avoir le passage en agriculture biologique, pas de pesticides, pas d'utilisation d'engrais et d'intrants de synthèse, replanter des haies, du labour peu profond, des intercultures, l'utilisation de variétés locales, etc. Et c'est à ce niveau-là également qu'on va reprendre les préconisations de la taxonomie verte, puisqu'on n'oublie pas non plus qu'il faut qu'on s'aligne également avec la taxonomie. Donc c'est dans cet indicateur qu'on va venir voir si l'entreprise s'aligne aussi avec la taxonomie verte. Ensuite, je vais passer rapidement sur les autres indicateurs parce que on a moins de maturité à l'heure actuelle sur ces indicateurs et puis encore une fois, le temps passe. Pour le module 3, donc là, on reste dans de l'évaluation des investissements immatériels, donc avec la R&D notamment. Est-ce que l'entreprise s'engage dans des programmes de restauration? Là, j'ai mis le terme de compensation, mais c'est pas forcément le terme adapté. C'est vraiment voir si elle s'engage dans des programmes, enfin, si elle s'engage volontairement dans des programmes de restauration de la biodiversité et dans des solutions fondées sur la nature, par exemple. Est-ce qu'elle forme ses employés également? Est-ce qu'elle a des employés formés aux questions de biodiversité? Dans le module 4, Upstream, donc là, ça va être la même chose exactement que le module 2, mais du coup pour l'amont de la chaîne de valeur. On est conscient que là, c'est encore une autre paire de manches concernant les données à avoir. Dans un premier temps, pour ce module, on va autoriser aux entreprises d'utiliser des données issues de modèles comme le modèle Globio, comme les analyses de cycle de vie, etc. On va autoriser l'utilisation de données secondaires et de modèles parce qu'on est conscient qu'il n'y aura pas du tout la maturité pour les entreprises d'avoir la donnée là-dessus. Donc le but, c'est pas de les pénaliser complètement non plus.
Loin de là. Donc voilà, on va autoriser pendant encore 3 à 5 ans dans les prévisions l'utilisation de modèles, enfin voilà, de données secondaires et de modèles. Et par contre, dans 3 à 5 ans, il faudra réussir à avoir des données plus réelles, des données de terrain pour pouvoir répondre à ces indicateurs. Le module management, on retrouve des choses qu'on connaît dans un acte classique, mais également des choses un petit peu nouvelles, notamment quand on regarde l'indicateur 5.3 Biodiversity Inventory and Monitoring. Ça, c'est un module qui va venir regarder en fait si l'entreprise connaît les espèces sur ses sites, donc les espèces de faune, de flore et les habitats naturels qui sont sur ces sites, si c'est suivi régulièrement par des écologues qu'elle mandate, pour pouvoir détecter rapidement s'il y a une baisse anormale de la biodiversité, voir si c'est lié aux actions de l'entreprise et si c'est le cas, mettre en place des actions pour remédier à ce problème. Donc ça va être un indicateur qui va être très nouveau pour les entreprises, je pense en tout cas, mais qu'on a à cœur de maintenir parce que c'est vraiment important que les entreprises puissent se recontextualiser en fait dans le milieu dans lequel elles sont, qu'elles puissent se rendre compte qu'elles font partie intégrante d'un écosystème et qu'en fait elles doivent aussi prendre soin des espèces de faune et de flore qui sont autour d'elles. Voilà. Ensuite, on va avoir donc l'indicateur 5.4 qui va regarder le plan d'action. Le 5.5, on sera plus dans le contrôle et l'amélioration continue. Et le 5.7 également qui va venir voir si l'entreprise a fait l'analyse de son risque financier au regard de la prise en compte de la biodiversité, comme ça peut être demandé dans la CSRD. Tout ce module sera entièrement qualitatif avec des matrices de maturité. Pour les modules 6 et 7, du coup, je ne reviens pas trop dessus parce que c'est ce que vous connaissez, hein. C'est quelles sont les actions mises en place par l'entreprise pour inciter les fournisseurs d'une part et les clients d'autre part à réduire leur impact sur la biodiversité. Le module 8 sur l'engagement donc par rapport aux politiques publiques. Donc là, encore une fois, ça va être la même chose. On va voir est-ce que l'entreprise ne s'associe pas avec des coalitions qui auraient un impact néfaste sur la biodiversité. Quelle est la position de l'entreprise par rapport aux principales politiques au regard de la biodiversité? Voilà. Relativement classique, relativement similaire à ce qu'on peut avoir dans un acte atténuation, mais plutôt adapté sur la biodiversité. Et le module business model sera un petit peu simplifié par rapport à ce que vous pouvez connaître. On va regarder les changements dans le business model d'une part, et d'autre part, on va regarder comment est-ce que l'entreprise se dirige vers finalement un fonctionnement qu'on appelle de compagnie régénérative. Donc en fait, de fonctionner plutôt en fait voilà, en diminuant au maximum ses impacts sur la biodiversité, et en prenant en compte au maximum ses dépendances également à la biodiversité. Donc voilà un petit peu pour tous les modules de la méthode qui sera donc bien complète. Au niveau des limites, on est conscient qu'il y en a beaucoup, hein. On est conscient que la méthode est très très loin d'être parfaite. Il n'y a pas de prise en compte du downstream dans cette première version. Il n'y a pas de prise en compte des espèces exotiques envahissantes. C'est une méthode générique, donc il y aura de grosses approximations pardon, pour plusieurs secteurs. Il n'y a pas de prise en compte des dépendances. On manque de cibles quantitatives, encore une fois. Et les données de terrain sont parfois difficiles à avoir pour les entreprises, mais on va essayer d'enclencher le pas, on va dire, de paver la route un petit peu pour que les entreprises puissent se réapproprier leurs données réelles, leurs données de terrain et pouvoir les fournir pour les utiliser. En termes de calendrier, un petit peu, parce que c'est bien beau, mais il faut quand même faire ça dans un pas de temps relativement réduit. Donc en 2023, on était plus sur tout ce qui est état de l'art, bibliographie. Encore une fois, on a commencé en septembre, hein, donc c'est relativement récent. Cette année 2024 est consacrée au développement méthodologique de la méthode, avec du coup une réunion trimestrielle pour le comité scientifique et technique. On va commencer les premiers échanges avec les entreprises, on espère, second semestre 2024. Et il y aura une première version draft, du coup, si tout va bien, en décembre. En 2025 sera l'occasion de faire le road test. Donc, on va créer tout d'abord l'outil en ligne, puisque maintenant qu'on est en train de tout passer sous l'outil en ligne, normalement, avec biodiversité ne sera pas faite avec des tableaux Excel, mais sera directement faite avec un outil en ligne. Et ensuite, ben, c'est parti pour le road test en 2025. On révise la méthode à la fin de l'année et normalement une sortie définitive et complète en décembre. Encore une fois, même ce qui sortira en décembre 2025, ça sera loin d'être parfait. On en est conscient, ce sera une première version et c'est une méthode qui est vouée à être mise à jour très régulièrement avec tout ce qui va sortir au niveau des cibles SBTN, même des autres cadres, de toutes les initiatives qui sont en train de fleurir actuellement dans le domaine de la biodiversité. On est conscient qu'on va devoir
continuellement finalement la mettre à jour pour qu'elle reste à la pointe de ce qui sort en termes de biodiversité et qu'elle soit de plus en plus aussi pertinente pour évaluer les impacts des entreprises sur la biodiversité. Un petit point quand même sur l'alignement avec les autres cadres, parce qu'on ne fait pas ça dans notre coin. Évidemment, Biodiversité sera aligné avec la CSRD, et notamment avec les ESRS E2, E3 et E4, donc tout ce qui est pollution, eau et évidemment biodiversité. C'est une méthode qui a également été ciblée dans la stratégie nationale biodiversité 3, puisque dans l'axe 3, pardon, mesure 30, action 3, la méthodologie ACT qui permet d'établir et d'évaluer les plans de transition carbone des entreprises sera étendue à la biodiversité. C'est marqué noir sur blanc, donc on répond à un objectif de la SNB au travers de cette méthode. L'OFB, j'y reviens pas, mais je vous ai expliqué que du coup, la méthode ACT sera considérée comme un dispositif équivalent au programme Entreprises engagées pour la nature. On est également en discussion avec la TNFD pour aligner nos méthodologies. On est effectivement aligné avec le SBTN puisqu'on utilise les cibles qui sont développées par le SBTN. Et finalement, on se place un petit peu. Donc, on pourrait soit se placer dans la démarche 5 finalement du SBTN qui est de suivre les actions mises en place, soit vraiment complètement après, parce que nous, on va venir évaluer tout ce que la méthode du SBTN au travers de ces 5 étapes permet de mettre en place. En gros, les 5 étapes du SBTN permettent de mettre en place un plan d'action. Nous, on vient l'évaluer derrière. On est également évidemment en contact avec WBA qui a un benchmark Nature qui vient d'ailleurs d'être révisé. Donc on va travailler avec eux pour la révision de cette méthode. Et à terme, l'objectif, c'est que la méthode Act Biodiversité puisse être utilisée par WBA, donc la World Benchmarking Alliance, si certains ne sont pas familiers, pour qu'en fait, voilà, comme Act Atténuation est utilisé par WBA pour certains benchmarks, là, l'idée, c'est que Act Biodiversité soit utilisé par WBA pour son benchmark Nature. Et on est également en discussion avec le GFENS et le World Economic Forum, et la méthode sera alignée avec leur prochaine publication. Voilà, on arrive enfin à la conclusion. Donc, tout ça pour vous dire que Hack Biodiversité, c'est une méthode qui se veut ambitieuse puisqu'elle offre un cadre complet pour évaluer les stratégies de biodiversité des entreprises. Elle est actuelle puisqu'elle est pensée pour s'articuler au mieux avec la CSRD et avec tous les cadres qui sortent actuellement sur la biodiversité. Elle est proche du terrain puisque les données, encore une fois, sont des données réelles, des données fournies dans le cadre de la CSRD et des données que l'entreprise va vraiment aller chercher. Par exemple, enfin, c'est vrai que je ne l'ai pas trop reprécisé dans la présentation, mais par exemple, pour les prélèvements en eau, on va vraiment demander à l'entreprise de regarder ce qu'elle prélève concrètement en eau, qu'est-ce qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle consomme en eau, par exemple. Donc, c'est vraiment des données réelles qu'on vient chercher. C'est une note scientifique puisqu'elle utilise les cibles SBTN pour fixer les objectifs de l'entreprise et elle est co-développée avec l'OFB. Donc, on s'entoure d'instances scientifiques pour être sûr qu'on a quelque chose qui est euh, rigoureux au niveau de la prise en compte de la biodiversité. C'est une méthode générique, comme je l'ai déjà dit, avec des pondérations et des indicateurs qui varieront selon les secteurs de l'entreprise. Elle est alignée puisqu'elle s'accorde avec tous les autres cadres volontaires et réglementaires sur la biodiversité. Elle est complète puisqu'elle est basée sur les 9 modules historiques de ACT et qu'on vient regarder les 5 pressions de la biodiversité dans les 3 grands types de milieux, donc terrestre, marin, eau douce. Et enfin, elle est évaluatrice puisque, comme n'importe quelle méthodologie ACT, c'est un score en 3 temps qui sera utilisable par l'entreprise pour se comparer aux autres entreprises d'une manière générale dans un premier temps, de son secteur dans un deuxième temps, pour permettre derrière de pouvoir toujours améliorer encore la prise en compte de la biodiversité. Et voilà, j'en ai enfin terminé. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et assommé tout le monde. Et on reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Céline. Au contraire, je pense que tu n'as pas du tout assommé tout le monde parce qu'on a eu beaucoup de questions dans l'onglet Q&A. Donc, merci beaucoup, Céline, pour cette présentation qui a été très complète et donc qui a suscité beaucoup de réactions. Merci donc aux participants donc, pour votre curiosité, votre participation. Il nous reste 30 minutes donc, pour répondre aux questions. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les traiter, mais il y en a déjà plusieurs qui ont trouvé donc, des réponses dans le chat. Je vous rappelle que donc, vous aurez bien accès au PowerPoint et au replay à la fin de ce webinaire. Et donc, on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Je me suis rendu compte qu'en fait, au début, je ne m'étais pas présentée puisque donc, je suis la chargée d'affaires donc avec gestion aussi, licence et formation. Je vais enchaîner pour répondre
répondre à une première question sur l'accès aux outils ACT. Pour avoir accès aux outils, je vous invite à passer par les formations et pour me demander une licence directement sur mon mail qui a été mis aussi dans le chat. Maintenant, on va pouvoir rentrer plus spécifiquement sur les questions liées donc à la présentation et aussi donc à tout cet aspect sur la biodiversité. Donc Céline, il y a déjà des questions liées par exemple aux compétences qui vont être nécessaires. On nous demande par exemple quelles compétences doivent être développées pour pouvoir accompagner dans le futur des entreprises sur Acte Biodiversité. S'il faut par exemple être écologue pour avoir des données terrain. Voilà, donc quelles sont les compétences, de qui faut-il s'entourer? Alors effectivement, ça va demander un petit changement pour tous les consultants actuellement parce qu'on va effectivement venir regarder des données beaucoup plus concrètes. Donc ça demandera une montée en compétence de la part des consultants sur tout ce qui est biodiversité, je veux dire de terrain. Donc effectivement, une meilleure connaissance de la biodiversité locale de la faune et de la flore. Pour certains indicateurs, ce sera nécessaire. Dans tous les cas, c'est demandé dans la CSRD également, hein. Dans la CSRD, il y a tout un onglet qui demande aux entreprises de connaître les espèces sur le site, quel est leur statut de protection, leur statut de menace, est-ce qu'elles sont protégées ou pas. Ça, c'est des travaux que font très régulièrement les écologues, c'est leur métier. Donc en fait, il faudra s'entourer d'écologues en plus et faire un travail du coup conjointement entre consultants biodiversité, écologues et entreprises, soit que les consultants effectivement s'ouvrent un petit peu et développent des compétences d'écologues finalement pour pouvoir être en mesure de répondre à, enfin, voilà, d'obtenir les données qu'il faut. Après, pour tout ce qui est données, finalement, quand on regarde le changement d'usage des sols, les prélèvements en eau, etc., ça, c'est des données que normalement l'entreprise a, peut-être qu'à l'heure actuelle, elle ne les formalise pas et elle ne les a pas directement dans un tableau Excel, mais finalement, c'est des données qui vont être relativement simples, je pense, pour les entreprises ou les services RSE des entreprises, de venir collecter cette donnée. Forcément, au début, ça va demander un travail de mise en concordance, mais à terme, ce sera des données qui seront, on espère, relativement facilement accessibles pour les entreprises, du moins pour les opérations directes, et qui pourront directement être utilisées par les consultants. Mais c'est vraiment sur la partie, on va dire, biodiversité, faune, flore, que là, il faudra effectivement s'entourer plutôt d'écologues ou augmenter ses compétences sur le sujet, d'une part pour Acte Biodiversité et d'autre part, dans tous les cas, pour la CSRD. Eh ben, parfait, parce que ça enchaîne bien avec la question suivante sur, on va dire, les prérequis, donc cette partie inventaire faune flore, avec la question qui est que actuellement pour Act, on a besoin dans les prérequis donc d'avoir calculé son bilan Mm. carbone jusqu'au scope 3. Et donc, est-ce qu'il y aura besoin dans les prérequis d'avoir un inventaire faune flore, par exemple, pour pouvoir se lancer dans du Act biodiversité? Alors, c'est mieux, mais dans un premier temps, je ne pense pas qu'on va le rendre obligatoire parce qu'on est conscient que c'est un travail autre encore pour les entreprises, notamment parce qu'un inventaire faune flore, ça se fait sur une année complète, un cycle biologique complet. Il faut venir regarder les espèces en hiver, en été, en automne et au printemps. Donc, c'est long. Ça retarde encore l'entrée dans le diagnostic. Donc, dans un premier temps, je dirais que non. Le prérequis principal pour Biodiversité, c'est vraiment l'analyse des impacts et dépendances. L'entreprise doit savoir sur quoi elle a des impacts. Donc, est-ce qu'elle a des impacts au niveau de la pollution, du changement climatique, du changement d'usage des sols ou des, des éléments, celui-là, j'y arrive jamais, l'exploitation directe des ressources. Donc, c'est vraiment le prérequis principal. On va dire si on doit faire un équivalent bilan carbone, le prérequis principal, c'est vraiment l'analyse des impacts et dépendances. C'est ça qu'on va demander. Ensuite, on va aussi demander à l'entreprise, il y aura une petite matrice de maturité préliminaire que je n'ai pas présentée, mais qui va venir demander comment est-ce que l'entreprise a fait ce travail, la qualité des données, voir voilà, un petit peu comment se situe l'entreprise par rapport à ces données. Ça, ce sera un petit travail préliminaire, mais qui ne sera pas du tout enfin, qui sera pas du tout, comment dire, un prérequis nécessaire. C'est juste pour que le consultant puisse adapter correctement son analyse, il a besoin de cette petite matrice de maturité préliminaire pour bien connaître, pour bien voir en fait la qualité des données. Euh, donc non, on ne va pas demander un inventaire Fun Flore spécialement, mais la CSRD va finir par le faire dans tous les cas à terme, même si pour l'instant, il me semble que c'est peut-être dans les choses encore volontaires et non obligatoires, mais je pense qu'à terme, ça le deviendra. Donc, ça sera un plus-value
Et par contre, l'entreprise, si elle n'a pas cet inventaire-là, et ben forcément, elle sera défavorisée sur la notation de certains indicateurs comme l'indicateur 5.3 dans le management qui vise en fait à suivre les espèces de faune et flore. Donc c'est sûr que si elle n'a pas entamé de suivi, elle sera pénalisée là-dessus. Mais si elle commence un suivi tout juste au moment où elle démarre le acte à la biodiversité, elle aura quand même une partie des points puisqu'on va, encore une fois, dans la biodiversité, on est conscient du manque de maturité. Donc, on va vraiment venir féliciter les bonnes initiatives, même si elles ne répondent pas tout de suite aux objectifs. Donc, s'il y a déjà des choses qui sont mises en place, même si elles ne sont pas parfaites, on va venir les valoriser. Donc, si l'entreprise commence son inventaire faune-flore, par exemple, à la suite, enfin, pendant l'évaluation ACT, ou qu'elle prévoit de le faire, ou qu'elle a déjà quelques infos, elle aura quand même quelques points. Euh, mais ce ne sera pas un prérequis nécessaire dans un premier temps. Très bien, merci beaucoup. Céline, pour continuer un peu sur ce côté justement de monter en compétences, en maturité, on a eu quelques questions concernant les ressources qui pourraient être mobilisées. Typiquement, il est demandé s'il existe une liste avec des sites publics à consulter en priorité, des guides d'utilisation, et aussi si des formations sont prévues. Bon, sur la formation biodiversité, euh, en tant que tel, mais aussi donc des formations pour, par exemple, présenter le rapport de l'IPBES pour faciliter la compréhension pour les différentes entreprises, même si il existe déjà certaines autres formations et des contenus. Est-ce que, voilà, les ressources que tu mettrais en avant pour les participants de ce webinaire? Oui, alors effectivement, il existe beaucoup de choses. Typiquement, il y a beaucoup de cartographie en ligne qui ciblent en fait les espaces naturels qui sont déjà protégés, donc tout ce qui est réserve naturelle, tout ce qui est espace Natura 2000, etc. On peut facilement trouver sur Internet des cartes en ligne qui permettent au moins de voir si le site, enfin si les sites de l'entreprise, qu'il y en a souvent plusieurs, se concentrent proches de de lieux qui sont susceptibles d'être très favorables à la biodiversité. Concernant les formations, il y en a très certainement qui existent. J'avoue que je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Je pense que les consultants seront beaucoup plus à même de fournir ce genre de formation, puisque maintenant, la plupart des consultants climat tels qu'on les connaît, ont également une partie biodiversité. Donc, on a déjà des gens qui sont bien formés à ces questions-là au sein des bureaux de consultants. Et eux, peut-être, proposent des formations pour effectivement rendre tout ce qui est rapport de l'IPBES ou même le cadre mondial du Cleaning Montréal un peu plus accessible et comprendre un peu mieux ces questions-là. Je pense que pour ça, il faudrait effectivement se rapprocher des consultants qui ont certainement une meilleure vision. Mais effectivement, ça fait émerger l'idée que peut-être une petite ressource biblio à la fin de chaque biodiversité serait bienvenue, effectivement. Super. Et ben, on a d'ailleurs aussi des participants qui donnent aussi leurs propres tips dans le chat. Maintenant, on va passer plutôt sur des questions liées à la méthodologie en tant que telle. On a eu plusieurs questions sur les indicateurs, la pondération. Sur la pondération, on te demande comment est-ce que donc cette pondération est justifiée, sur quel type de ressources elle s'appuie, article scientifique ou est-ce que c'est subjectif? Est-ce que les poids, la pondération donc des indicateurs va varier plutôt en fonction de leurs impacts, pesticides ou alors des pollutions plastiques? Et déjà aussi, sinon, le choix du pourcentage. Pourquoi ce choix d'un pourcentage qui pourrait peut-être ne pas rendre forcément visibles les améliorations d'une entreprise déjà vertueuse? Oui, alors ça sera une grande question, les pondérations. On ne s'est pas encore complètement penché sur la question parce qu'on est encore au début du développement méthodologique. Effectivement, les pondérations seront plutôt faites sur les impacts de l'entreprise. En gros, on va venir regarder, il y a quelques publications effectivement scientifiques qui sont sorties sur quels sont les impacts principaux sur la biodiversité par secteur. Et en fait, on va venir regarder, on va venir se baser sur ça pour, euh, pour donner les pondérations. En fait, par exemple, un exemple très très simple, tout ce qui est pollution chimique, enfin pollution même de manière générale, tout ce qui est industrie chimique aura un plus gros pourcentage sur ça que le reste. Donc on n'a pas répondre avec précision parce qu'en fait on n'a pas encore commencé ce travail-là qui sera effectivement très fin à faire
et qui surtout sera revu après le road test. Je pense qu'on va faire une première version à la fin de cette méthode qui sera perfectible au niveau des pondérations. Et à la suite du road test, puisqu'on va essayer d'avoir un panel d'entreprises qui sera assez varié en termes de secteur d'activité, là, on pourra revoir et effectivement, on s'assurera de trouver un juste milieu pour quand même essayer de ne pas pénaliser des entreprises qui feraient des choses qui, sur les pressions sur lesquelles elles ne sont pas forcément le plus matérielles. Mais l'idée, oui, ce sera de se baser aussi avec le SBTN. Je pense qu'on travaillera beaucoup là-dessus, sur du public scientifique au maximum pour mettre les plus grosses pondérations sur les plus gros impacts par secteur. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, plus basiquement, plus une entreprise, enfin, plus un secteur d'entreprise aura un impact fort sur une dépression de la biodiversité, plus on mettra une pondération forte, mais ce sera effectivement à affiner pour éviter tous les biais qu'on peut penser. C'est sûr. Merci beaucoup pour cette réponse, que j'ai trouvée en tout cas très claire. Pour continuer justement sur la méthodologie côté sectoriel, il a été demandé quels étaient les prochains secteurs qui allaient être inclus dans la méthode Act Biodiv entre parenthèses, est-ce que ce sera le cas par exemple de mines et métaux? Et on a aussi une personne qui a demandé si donc la forêt, la sylviculture faisait partie de la méthode Agriagro, auquel Marlène a déjà répondu que, en tout cas pour Acteval, évaluation, pardon, ce n'était pas le cas, mais te renvoie aussi la balle pour savoir donc sur ces secteurs-là, lesquels seront inclus dans Acte Biodiversité. Ouais. Alors, c'est une grande question, les secteurs, hein. Il y a un travail monstrueux à faire sur ça. Dans un premier temps, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est pas secret, il va y avoir des grosses approximations donc qui vont créer des gros biais. On en est conscient, on n'a pas le choix dans une première version, cette première version. Donc effectivement, oui, tout ce qui est industrie du bois, foresterie sera pris en compte dans le secteur agri-agro dans cette première version. Tout ce qui est mine, etc., pourra également être pris en compte plutôt dans la partie construction. On sait que c'est des grosses approximations, hein, ne faites pas de levée de bouclier, s'il vous plaît. On sait que c'est pas idéal, mais on n'a pas le choix en fait dans cette première version. À terme, déjà, je pense que si on devait inclure d'autres secteurs, ce serait plutôt déjà de faire une méthode vraiment sectorielle pour les quatre facteurs enfin, les quatre secteurs les plus impactants. Donc déjà faire une méthode sectorielle correcte pour tout ce qui est agri-agro, une méthode sectorielle correcte pour construction, pareil pour énergie et industrie chimique. D'ailleurs, en fait, non, je me suis rendu compte que mine que vous avez cité, c'était plutôt dans la partie énergie que ça va aller, pas dans la partie construction. Bref. Donc, on va déjà essayer de. Je pense que ça va être un peu en entonnoir. On va d'abord faire cette grosse méthode générique qui est du coup avec des pondérations pour les secteurs les plus impactants. Ensuite, une méthode sectorielle pour chacun des secteurs les plus impactants. Et une fois qu'on aura déjà fait tout ça bien, ce qui va déjà prendre plusieurs années, je pense, là, on pourra aller plus dans le détail et couvrir plus de secteurs, comme peut le faire Acte Atténuation. Mais finalement, Acte Atténuation a commencé un peu pareil, hein. On a commencé par traiter les secteurs les plus impactants et en allant ensuite décrescendo vers des secteurs plus spécifiques. Donc, je pense que ça se fera comme ça. Après, pour être honnête, on n'a pas non plus une visibilité aussi longue actuellement, enfin un plan de route en tout cas aussi long sur les développements méthodo-sectoriels. Mais en tout cas, on espère que ça pourra se développer dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. On a une petite question un peu précise sur le lien avec l'eau. Il est demandé si le point des rejets toxiques dans les eaux usées est évalué. Très technique. Je pense que oui. Honnêtement, je ne suis pas encore rendue dans l'analyse de l'indicateur de l'eau, pour être tout à fait honnête. Donc, je n'ai pas encore creusé toutes les questions très techniques de cet indicateur. Mais en tout cas, je me le note comme étant à prendre en compte et à discuter avec le SBTN et l'OFB. Ok, alors pour rester dans une technique comme ça, mais peut-être voilà à revoir par la suite. Pour donc l'azote et phosphore, question si il y a des distinctions qui sont faites sur spécifiquement par exemple NO3, NO2, P2O5, etc., etc. Est-ce que voilà quel est le niveau de finesse de distinction entre ces différents éléments?
Alors, il y en aura un, oui. Là, ça remonte trop loin dans mes cours pour que je me rappelle des formules exactes parce que pareil, j'ai pas encore traité cet indicateur. Mais on va prendre en tout cas les nitrates, surtout au niveau agri-agro, en gros, ce qu'ils mettent directement dans le sol et comment ça se. Enfin, après, ça se transforme et ça devient d'autres molécules. Bref. Mais oui, on va faire une distinction selon les différentes molécules, mais pareil, j'ai pas encore ni plongé dans l'indicateur ni revu mes cours de chimie, donc j'aurai la réponse un peu plus tard. Voilà, donc au niveau question très technique, c'était ces deux-là. On va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus général sur la méthode, avec aussi, par exemple, une question sur le fait de ne pas, enfin, pourquoi ne pas prendre en compte, pourquoi écarter l'aval de la chaîne de valeur dans le périmètre du module target. Euh, En fait, c'est un choix global de se dire on ne prend pas le downstream entièrement. Enfin, du coup, toute la méthode, on ne prend pas le downstream, donc toute la partie aval. Et donc, du coup, puisqu'on ne prend pas enfin, de manière générale, ça, c'est également le cas dans le module target. Ça pourrait, hein. En vrai, effectivement, dans le module target, on pourrait tout à fait prendre en compte le downstream. On a fait ça par cohérence parce que du coup, on se disait si on a ça dans le target et que ça ressort pas après, ça peut peut-être porter à confusion. Et ensuite, dans un souci beaucoup plus pragmatique de temps, pour rendre la méthode à la fin de l'année, enfin, je pense que vous avez bien compris que vu la taille de la méthode et l'échéancier qu'on a, on n'est pas très large. Donc, dans une question très pragmatique, vu qu'on pouvait dans tous les cas pas avoir la maturité de prendre le downstream en compte dans le module opération, dans le module 4, pardon. On s'est dit qu'on ne prenait pas non plus en compte dans les targets parce que enfin, on se focalise sur le plus important et ce qui pourra, enfin, c'est pas que c'est pas important, mais sur le plus concret en tout cas pour nous, dans un souci de temps également pour avoir le temps de tout faire. Mais évidemment, dès qu'on l'inclura dans les versions futures, ce sera évidemment pris en compte dans les targets dès que possible. D'ailleurs, il y a une question un peu plus large justement sur la chaîne de valeur qui demande comment est-ce qu'on la questionne justement cette chaîne de valeur. Et est-ce que des ressources type CDC biodiversité, le GBS peuvent permettre de les rendre plus accessibles? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est encore des grosses discussions qu'on a avec le groupe de travail sur comment est-ce qu'on va venir justement questionner cette chaîne de valeur amont. Pareil, j'en suis pas encore rendue là dans la rédaction, donc on n'a pas encore soulevé toutes les questions. Mais c'est ce que je disais en fait quand je disais qu'une entreprise pourrait utiliser des données secondaires ou des modèles pour répondre aux questions du module 4, c'est exactement à ça que je pense. Si une entreprise a déjà fait un GBS, une analyse de cycle de vie ou autre, elle pourra utiliser cette donnée-là pour répondre aux questions sur le module 4, tout à fait. Donc c'est complètement quelque chose qui est possible. En tout cas, on ne fermera pas l'entreprise à une méthode qu'elle devra utiliser en particulier pour répondre au module 4. C'est selon ce qu'elle a fait, selon la méthode qu'elle a choisi d'utiliser, donc un GBS ou autre. On utilisera la donnée qu'elle a pour tenter de répondre au module 4. On est conscient que ça va être compliqué, le module 4, hein. Mais on va faire au mieux. Et effectivement, si une entreprise a déjà cette donnée-là, elle pourra l'utiliser. Après, si elle ne l'a pas, ça sera à elle de choisir si elle choisit de faire un accompagnement GBS en plus du hack biodiversité, parce qu'après, là, il y a des questions de temps et de finances qui rentrent en compte. Mais en tout cas, on ne fermera pas la porte, ça, c'est sûr. Très bien. On pose la question. Alors, je vais la dire mot pour être sûr de ne pas la déformer celle-ci. On reste au niveau pression sur le milieu, mais pas au niveau espèce et niveau de leur protection. Point d'interrogation. Est-ce que Oui, c'est le cas? Ok. effectivement, c'est le cas. C'est réfléchi puisqu'en fait, Euh, dans notre idée, une entreprise connaît déjà ses espèces menacées et son inventaire d'espèces. En fait, pour nous, ça fait partie de l'analyse avant. En fait, c'est comme on disait tout à l'heure avec le bilan carbone, donc l'inventaire des espèces ne sera pas un prérequis, mais finalement, c'est une donnée que l'entreprise doit avoir en fait avant de faire un plan d'action biodiversité. En fait, avant de faire son plan d'action biodiversité, il faut qu'elle ait son inventaire d'espèces, qu'elle connaisse ses espèces menacées, etc. Et donc, du coup, nous, on vient évaluer ce plan-là. Donc, par voie de conséquence, si on vient évaluer un plan qui doit déjà avoir pris en compte les inventaires des espèces et les espèces menacées, etc., elle est censée déjà le connaître. C'est pour ça que nous, on ne vient pas regarder si l'entreprise a des espèces menacées, si, et s'assurer qu'elle fait cet inventaire-là parce que c'est un travail qui doit être fait en amont
dans la logique des choses. Par contre, dans le module, donc c'est Land Management, je pense qu'effectivement, on va inclure un indicateur qui est est-ce qu'il y a des... Enfin, si l'entreprise a des espèces menacées ou protégées est-ce qu'elle met en place des actions spécifiques pour les préserver? Je dis quelque chose, je vais donner à quelque chose de complètement bateau, mais imaginons que l'entreprise, elle a un cours d'eau qui passe dans son site, elle a de l'agrément de mercure sur son site, elle le sait, bon, bah, il faut que je passe héberge. Donc ça, on va venir le regarder. Oui, ça, on va venir regarder dans le module Land and Sea Management, mais on va pas venir l'inciter à faire son inventaire parce que ça, elle le sait. Par contre, on va regarder qu'est-ce qu'elle met en place pour protéger ces espèces menacées et protégées. Très bien. Alors aussi sur cette partie inventaire, est-ce que dans la partie pesticides, il est aussi inclus les autres agents en CID, type fongicides, herbicides, etc. Oui, en fait, l'indicateur, c'est pesticides et produits chimiques dangereux. Donc, tout ce qui est autre CID rentrera dans la partie produits chimiques dangereux. L'idée étant, c'est pas encore très clair parce que c'est encore en développement, mais ça sera sûrement de prendre donc les listes officielles là, de polluants et de pesticides qui existent déjà, qui ont déjà été publiées par des instances scientifiques, de prendre les 10 plus utilisés par une entreprise et ou les 10 plus écotoxiques. Je ne sais pas trop encore. Euh, mais en tout cas, voilà, soit regarder en termes d'écotoxicité, soit regarder en termes de- d'utilisation, en fait, de litres d'utilisation. On va prendre les 10 plus significatifs et on se focalisera là-dessus pour l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. On a une question sur la partie impact financier. Ça, c'est vraiment plus donc du champ d'application de la méthode Act Biodiversité. Est-ce que l'impact financier est pris en compte dans la méthode Act Biodiversité? Alors oui, il y a le petit module, je crois que c'est 5.9 ou 5.7 dans le management, qui est financial risk. Donc là, on va venir avoir une matrice de maturité qui va venir évaluer ça. Après, le cœur de la méthode avec biodiversité, c'est vraiment d'être proche du terrain et d'être dans l'opérationnel. Donc, c'est pas une méthode qui a vocation à être financière, entre guillemets. Ça, on a Act Finance pour le faire. On a l'article 29 LEC aussi qui est sorti. Enfin, il y a d'autres choses qui répondent à cet objectif-là qui n'est pas notre objectif prioritaire. Donc, nous, on va avoir une matrice de maturité euh, qui, peut-être que dans une première version, elle ne sera pas assez détaillée, hein, c'est possible, parce qu'en plus, moi, personnellement, c'est pas ma spécialité, le côté finance. Donc, peut-être qu'on va simplement faire une matrice de maturité dans une première version et après le road test, peut-être qu'on a des entreprises qui nous diront que c'est pas assez poussé et qu'on peut le faire mieux. Et dans ces cas-là, on adaptera et on reverra ça. Alors, un peu aussi dans cette même idée d'amélioration continue, une question a été posée sur la renaturation. Avec le fait que, a priori, aujourd'hui, il manquerait des données pour vraiment bien comprendre vraiment finement, on va dire, les impacts qu'il peut y avoir sur le stockage de carbone dans les sols, sur l'eau, la vie, etc. Et il était demandé si donc il y avait une ambition en lien avec donc, cette méthode pour constituer une base de données fiable et utilisable sur ce domaine-là. Alors, c'est une très bonne question. Honnêtement, c'est pas dans l'objectif court terme de fin d'année, puisque, encore une fois, on est assez pris par l'an calendrier, donc on n'aura pas le temps de se pencher sur cette question-là d'ici, on va dire, de l'horizon 2024-2025, puisque c'est pas l'ambition principale. Toutefois, c'est effectivement pertinent. On manque effectivement beaucoup de données là-dessus, comme dans plein de choses en biodiversité. Donc, ça pourra être un travail qui pourra par contre être initié dans les années futures, une fois qu'on aura une méthodologie qui sera plus posée et qui aura été un peu plus éprouvée par les années et l'expérience. Ouais. Super, ça reste une très bonne piste pour la suite. Ensuite, on a deux petites questions sur les ESRS. Une question qui demande, concernant l'ESRS 4, d'avoir un détail sur les indicateurs et sur l'ESRS E5, de savoir pourquoi elle n'était pas justement utilisée. Donc, puisque sur les ressources et l'économie circulaire, l'idée est-elle de travailler directement sur les ressources à l'avenir, acte ressources, et non via l'effet sur la biodiversité. Alors, pour les ESRS, pour les indicateurs, ça, je vous invite à regarder.
directement la CSRD. Ils ont toute une batterie d'indicateurs. Il y en a 120, il me semble, pour le SRSE4. Donc, je les ai pas tous en tête, mais l'EFRAG a publié les versions plus ou moins définitives des ESRS avec tous les indicateurs. Dans tous les cas, il y aura, enfin, c'est même déjà fait, il y a un mapping en cours aussi avec biodiversité et ESRS E 2, 3, 4 du coup. Euh, donc, dans tous les cas, on sera mappé et on affichera ce mapping. Et pour ce qui est de l'ESRS E5, donc effectivement, là, tu as un petit peu teasé, Victoire, mais il y a également dans les projets de plutôt faire un acte ressources qui sera dédié à ce genre de choses, parce qu'il y a encore plein d'autres trucs qui rentrent là-dedans. On dépasse le simple cadre, enfin le cadre de la biodiversité, qui est quand même bien complexe. Mais donc, du coup, ça fera plutôt l'objet d'une autre méthodologie qui sera du coup mappée et alignée avec cette ESRS, mais qui ne sera pas pris en compte, enfin, du moins qui ne sera pas le cœur du sujet dans Hack Biodiversité. Très bien. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions ou que tu as répondu déjà au cours de la présentation. Sinon, beaucoup ont trouvé des réponses directement dans l'onglet questions et réponses. Est-ce que tu souhaiterais peut-être nous donner un petit mot de la fin? J'invite les différentes intervenantes de la journée, si elles le souhaitent, à prendre, prendre la parole, ouvrir leur micro si elles le souhaitent. Sinon, je voulais de nouveau vous remercier à tous les participants et intervenantes de la journée. Et encore une fois, évidemment, vous aurez le replay et les slides à la fin de ce webinaire. Eh ben, merci Victoire pour le mot de la fin. Une petite chose que je n'ai pas dit, mais on a également depuis hier une page web sur Act Biodiversité sur le nouveau site de Act. Donc, quand vous allez dans les méthodos en cours, vous trouverez Act Biodiversité et vous aurez une petite page qui permet de résumer très rapidement le process, l'objectif et les ambitions de la méthode. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre participation. Je reste disponible par mail si vous avez vraiment, alors que ce soit des questions ou même des informations, des choses qui vous, enfin, s'il y a des choses qui vous vont vraiment sauter aux yeux et sur lesquelles on ne part pas dans la bonne direction, on est complètement ouvert aux remarques. On est en plein développement méthodo, donc c'est le moment de changer des choses s'il y a des choses à changer. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour quoi que ce soit et merci beaucoup pour votre présence et votre temps. Merci à tous. Merci à tous. On va pouvoir clôturer ce webinaire.